Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radiolac pour cette émission comme chaque mois dédiée aux énergies renouvelables, notamment au développement durable. Agissons pour demain, c'est ici que ça se passe, 14h, 15h sur Radiolac. Aujourd'hui nous allons parler de l'emblème de Genève, vous l'aurez compris, c'est le jet d'eau, une exposition également à Vessy en mouvement et du football avec des invités qui seront à nos côtés. Bonjour Isabelle Dupont-Zamperini. Bonjour. On commence avec la question qui va permettre à nos auditeurs et auditrices de remporter des billets pour ce match très attendu qui sera une belle affiche lundi, en plus de ça lundi de Pentecôte. Donc pas d'excuse pour ne pas aller au stade. Ce sera donc Servette FC face à Young Boys ce lundi 18h au stade de Genève avec une question relativement facile. À combien de mètres culmine le jet d'eau ? 3 propositions. Est-ce que c'est 80 mètres, 120 mètres ou 140 mètres ? Vous avez toute la durée de l'émission pour nous faire vos propositions sur WhatsApp 079 91 8 3000. On va se retrouver pour la première partie spéciale jet d'eau dans un instant sur Radiolac. Agissons pour demain sur Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Une émission que vous retrouvez chaque mois. Agissons pour demain avec SIG, Isabelle Dupont-Zamperini à mes côtés. Et nous allons accueillir tout de suite André Tonetti, responsable de la maintenance des ouvrages électriques eau potable à SIG. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Patrick Haas, professeur au groupe de mécanique des fluides et énergie de la Haute École du Paysage. C'est très sérieux, attention, d'ingénierie et d'architecture. Oui, si j'en oublie la moitié, ça va pas aller. L'EPIA, bonjour à vous. Bonjour. On va parler du jet d'eau et justement, Isabelle, cette question qui permet à nos auditeurs et auditrices de remporter des billets pour cette rencontre. Ce lundi, Servette FC face à Young Boys, ce sera à 18h au stade de Genève. Des invitations à gagner en répondant à cette question très simple. À combien de mètres culmine le célèbre emblème de Genève, le jet d'eau? Est-ce que c'est 80, 120 ou 140 mètres? Répondez durant cette émission sur WhatsApp 079 91 8 3000. Pensez bien à mettre vos coordonnées complètes. André Tonetti, alors on ne va pas donner la hauteur exacte du jet d'eau, ça sera pour la fin. Mais est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez nous rappeler un peu en gros comment fonctionne le jet d'eau? Parce que c'est pas si simple que ça. Alors oui, effectivement. Donc le jet d'eau, c'est 2 groupes de pompage qui sont enclenchés quotidiennement par nos retraités, qui sont au nombre de 5. Et puis ces deux groupes des pompages, ils ont chacun un petit nom, non? Ces 2 pompes qui permettent de projeter l'eau à X mètres. Oui, alors il y a le groupe Jura et le groupe Salève. Et puis c'est pas toujours les mêmes horaires. Il y a l'horaire d'été, l'horaire d'hiver, en fait un peu comme nous, c'est ça? C'est ça. Il y a 4 horaires en fait, même. Donc l'horaire d'hiver de 10h à 16h. Après, un horaire intermédiaire qui va jusqu'au coucher du soleil et l'horaire d'été qui est de 9h à 23h15. Et puis bon, le jet d'eau, c'est l'emblème de Genève. Il arrive qu'on l'éclaire, c'est pour des causes particulières? Alors oui, donc le jet d'eau, il peut être éclairé, subdivisé donc en 5 parties. Et c'est uniquement pour des causes humanitaires. Ou lorsque le GSHC décroche le titre de champion. Par exemple, quand même. Aussi à des événements très particuliers. Le jet d'eau, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. Donc, il fait X mètres de hauteur, mais encore. Il y a toute une série de chiffres qui sont assez impressionnantes et que le public ignore. Alors oui, le jet d'eau, donc, c'est 2 moteurs électriques de 500 kW. Donc, c'est 1 mégawatt heure par heure donc, qui est consommé. C'est une vitesse à la sortie de la buse de 200 km/h. Ah ouais. Et c'est environ donc 7 tonnes d'eau qui est en l'air. C'est 500 litres à la seconde qui sort de la buse. Alors Patrick Haas, vous êtes professeur au groupe de mécanique des fluides et d'énergie de la Haute École du Paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève. On va dire l'EPIA. Ok. Et vous avez proposé avec vos étudiants quelque chose pour le jet d'eau. C'est quoi ? Oui, alors en fait, on travaille depuis un petit mandat que les SIG nous avaient donné il y a déjà une dizaine d'années sur le jet d'eau, là, essayer de faire quelque chose. C'est assez difficile parce que c'est un gros consommateur, mais c'est également assez difficile d'avoir un jet qui garde tout son panache, toute son esthétique. Donc c'est un peu un défi. L'idée, c'est d'avoir moins d'eau en l'air, mais la même hauteur.
Voilà, donc on a travaillé avec une approche un peu multidisciplinaire. On a fait des essais, on a fait des choses à calcul à la main, on a fait des simulations, on a fait différentes choses avec assez fréquemment des étudiants, ou presque tout le temps, parce que c'est un sujet qui est assez motivant. Alors, voilà, donc en fait, on a fait également des essais avec des jets de 30 mètres de haut au centre de la protection civile à Bernay, où on alimente un prototype qu'on a fait à échelle réduite, donc un petit jet d'eau, en quelque sorte, et puis on l'alimente avec un tonne-pompe, donc un camion de pompiers. Donc le but, c'est de diminuer la consommation électrique du jet d'eau tout en gardant son panache. Il arrive souvent qu'on reçoive des appels parce que le jet d'eau ne marche pas. C'est quand il y a la bise, c'est quand il y a le vent. Pourquoi des fois est-ce qu'il faut l'interrompre? Alors, c'est les deux, en fait. Ça dépend de la force du vent ou de la bise, hein, ou également de la température, puisque dès que ça descend en dessous de 3 degrés aussi pour des raisons de gel, on va l'éteindre. Mais le risque, c'est si on le laisse allumer avec une forte bise, on arrose le pont du Mont Blanc? Exactement, on va arriver donc jusqu'au jardin anglais, on va arriver sur les bateaux aussi à proximité, ou même dans l'autre sens également, il y a des glaciers, il y a des commerces, et rapidement, ils contactent le surveillant pour éteindre le jet d'eau. Le jet d'eau qui est l'emblème de Genève, on le disait. On va revenir justement sur ces démarches, ces tests qui ont été faits pour réduire la consommation de ce jet d'eau avec sa buse, ses buses. On peut peut-être, je pensais, mettre comme sur le robinet, ce qu'on fait toutes et tous pour réduire un petit peu sa consommation, des réducteurs de débit. Est-ce que ça marcherait sur le jet d'eau? C'est justement une question qu'on va se poser dans quelques instants, parce que je sais que quelques essais ont été faits dans ce sens-là. Hein. Je ne me trompe pas, Isabelle? Oui. On va en parler. Ce sera dans la deuxième partie d'Agissons pour demain. 079 91 8 3000. Je vous rappelle le numéro WhatsApp pour jouer avec nous en envoyant votre réponse. Quelle est la hauteur du jet d'eau selon vous? 80, 120 ou 140 mètres? 079 91 8 3000. Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et pour débuter cette émission, on s'intéresse véritablement à l'emblème de Genève. On profite d'une belle journée d'ailleurs, un peu de soleil, ça fait du bien, pour parler du jet d'eau. Un jet d'eau qui intrigue toujours, qui fascine bien évidemment les touristes, mais pas mal de questions qui se posent, Isabelle, notamment concernant la consommation de ce jet d'eau. Oui, alors André Tenetti, le jet d'eau, c'est joli, on l'admire, tout le monde en est fan, mais ça ne s'entretient pas comme ça. Et puis pour faire monter cette eau à la hauteur XXX, on consomme de l'électricité. Alors en quelques chiffres, il coûte combien? Combien d'électricité ça consomme? Alors, le jet d'eau, c'est une consommation de 3,4 gigawattheures, hein, ce qui correspond à environ 700 000 francs par année. Et c'est l'équivalent de 1000 ménages environ, la consommation du jet d'eau. La consommation annuelle de 1000 ménages. Exactement, oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'allumer et l'éteindre quand bon nous semble. Exact. Et c'est également aussi pour des raisons techniques. On va dire que les moteurs au démarrage, ils vont chauffer. Il faudra qu'ils fonctionnent un petit moment pour se refroidir. Donc, on est limité aussi au nombre de démarrages. Alors, 3,4 gigawattheures, c'est quand même pas mal, la consommation de 1000 ménages. Patrick Haas, vous avez testé un prototype qui pourrait consommer moins d'électricité, c'est ça? Oui, alors en fait, il y a plusieurs options qu'on étudie. Et puis, une de ces options, on a essayé ça au mois de mars en remplaçant la buse par une buse prototype qui a été usinée dans un gros bloc de bronze au SIG. Et puis, on a réussi à diminuer la consommation de 20%. Sachant que donc, le jet d'eau, c'est quelque chose qui a été fait il y a longtemps, mais qui a été extrêmement bien fait. Donc, les pompes travaillent, où les rendements sont excellents. Enfin, une installation très bien faite du point de vue énergétique. Et donc, c'est pas très simple de l'améliorer. Donc, on le fait en diminuant le débit d'eau, mais en ayant la même hauteur, donc la même pression dans la buse, en amont de la buse. Et puis, on joue donc sur les sections. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que le jet d'eau, c'est un mélange d'air et d'eau. Donc, il n'y a pas que de l'eau. C'est pas un jet plein. Et donc, on a déjà nettement réduit le débit qu'on croit qui est en l'air. Et puis cette lame d'eau, on essaye de l'amincir le plus possible, mais son comportement sur les 140 mètres de haut reste quelque chose d'assez délicat. Mais ça veut dire, ces tests, ils étaient concluants, on est sur la bonne voie, est-ce qu'on va trouver une solution pour que ce jet d'eau soit moins énergivore? Alors, on attendait 20% environ de consommation, donc de puissance en moins. Et puis, on s'attendait à 30 mètres de plus sur la hauteur. Donc, on serait monté aux environs de 170 mètres.
Et puis, on n'a pas eu cette hauteur, malheureusement, on était un petit peu plus bas. Mais par contre, les 20% de consommation, on les a eu, ce qui était vraiment l'objectif. En fait, aller plus haut n'était pas un objectif, disons, mais c'était une conséquence un peu de ce point de fonctionnement nouveau. Parce qu'il faut savoir que le jet, quand il arrive tout en haut, il vaporise, il fait des gouttelettes, il fait plein de choses qui sont assez difficiles à prédire. Mais dans l'ensemble, on est très content des tests qui ont eu lieu. Et cette buse, vous nous avez dit, elle est plus sensible au vent ou à la bise que la buse actuelle? Oui, alors il faut savoir que plus le débit d'eau est faible et plus on est sensible au vent. Alors le projet, ça c'est un point de fonctionnement qu'on voulait essayer, mais le projet, c'est de faire une buse à géométrie variable, donc à plusieurs sections, et avec des parties mobiles. On peut choisir la section qu'on veut avec un simple bouton qu'on tourne et puis des actionneurs pneumatiques. Et puis, donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer maintenant, et notamment avec des étudiants aussi. Oui, justement, j'ai dit tout ça avec vos étudiants. Alors, oui, alors il y a bien une dizaine de tests de bachelor ou des tests de master qui ont été faits sur le sujet ces dernières années. Intéressant. Alors, un jet d'eau extrêmement bien fait, mais des étudiants qui travaillent effectivement. On perpétue un peu la tradition de ce jet d'eau, on perpétue évidemment son intérêt. On parlait des couleurs, André Tonetti tout à l'heure, qui habille régulièrement le jet d'eau. Est-ce que vous avez déjà une projection des prochaines couleurs dont on va retrouver le jet d'eau habillé de cette manière? Alors là, pas... non. C'est un peu la colle. C'est un peu la colle. On les trouve sur le site internet SIG. Voilà. En revanche, ce qu'André Tonetti peut nous dire, c'est qu'il y a quand même des améliorations au niveau de l'éclairage. Ça fait déjà quelques années. On est passé des feuilles de couleur qu'on allait mettre sur les projecteurs à un système quand même un peu plus moderne et performant. Oui, exactement. Maintenant, c'est donc des panneaux LED qui nous permettent une multitude de couleurs. Et on a également aussi 2 projecteurs pour projeter des formes, donc des projecteurs de gobo, on appelle, donc des petites pièces métalliques qui sont gravées au laser, qui nous permet par exemple de projeter le drapeau suisse ou le drapeau de Genève, comme on l'a fait. On arrive, l'aigle et la clé. Ouais, comme on l'a fait pour le Genève Servette. Vous avez des fois des demandes, parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'associations évidemment qui sont représentées, des organisations aussi, des journées mondiales, c'est souvent le cas, mais des fois les particuliers qui vous contactent pour dire tiens, j'aimerais bien que le jet d'eau soit de telle couleur, ça arrive? Alors oui, ça arrive pour des anniversaires de personnes célèbres ou comme ça, mais chaque fois c'est rejeté. Quoi. Évidemment. Oui, on a eu pour le jubilé de la reine d'Angleterre. Ah bon, ok. Ouais. Donc on peut faire une demande qui sera refusée, voilà, sachez-le. On va vous retrouver dans quelques instants. J'ai juste encore une petite question. Cette buse, définitivement, on espère pouvoir l'installer quand? Alors la buse, aujourd'hui, on est en train de l'étudier. Elle sera complètement étudiée, finie fin de l'été. Et puis ensuite, l'idée, c'est de la produire au CFPT, donc au Centre de formation professionnelle technique, chez les mécaniciens, au Petit Lancy. Et puis qu'on essaye de l'installer, disons, fin de la saison, quand on a un petit peu moins de stress au niveau du jet d'eau, des demandes, etc., de tourisme. Donc fin de l'année, novembre, décembre, c'est l'objectif. L'idée derrière ce projet, c'était que les écoles techniques de Genève offrent à Genève une buse. C'était un peu ça l'idée initiale. Ça l'est toujours, et puis on se réjouit de pouvoir l'inaugurer, non? Exactement, merci à tous les deux, en tous les cas André Tonetti et Patrick Haas, je crois que vous avez bien mérité un petit verre au pied du jet d'eau, profitez un peu du soleil actuellement, merci à tous les deux. On va se retrouver Isabelle dans quelques instants avec un nouvel invité. On va partir pour la Step d'Aïr sur Radio Lac. Je vous rappelle une question justement concernant le jet d'eau et tout indice qui aurait été divulgué durant cette partie. C'est à l'insu. C'est à l'insu de son plein gré comme disait l'autre, mais en tous les cas vous l'avez peut-être capté cet indice et n'hésitez pas à nous dire, selon vous, à quelle hauteur culmine le jet d'eau de Genève, 80, 120 ou 140 mètres. Réponse dès maintenant sur WhatsApp 079 91 8 3000. Il y a à gagner des invitations pour le match de Servette FC face à Young Boys. Ce sera ce lundi de Pentecôte, c'est congé. Ce sera du côté du stade de la Praille à 18h. On se retrouve dans quelques instants. Agissons pour demain sur Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Et nous nous retrouvons dans Agissons pour demain, le magazine mensuel du développement durable de SIG. On a parlé beaucoup du jet d'eau d'ailleurs. Si vous avez raté le début de cette émission, sachez que vous pouvez la retrouver en podcast sur radiolac.ch. On va s'intéresser à un tout autre sujet à présent, Isabelle. Oui, la captation de CO2, ça vous parle? Pas vraiment. J'avoue, mes connaissances sont très limitées dans ce domaine. C'est pour ça que Cédric Albert est venu nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet SIG. Alors, c'est en quelques mots,
c'est quoi ce projet de captation de CO2? Déjà, je ne savais même pas que le CO2, ça pouvait se capter. Mais... Et si, ça se capte. On fait ça à la steppe d'Aïr, la grande steppe de Genève, une des plus grandes de Suisse, la station d'épuration. Et donc, en quelques mots, on va venir récupérer du CO2 là où on peut, en l'occurrence sur un traitement très spécifique qu'on appelle le traitement du biogaz. Et puis, on va venir le liquéfier, le stocker et le réutiliser dans l'industrie du béton recyclé. Et ce faisant, on va le piéger éternellement dans du béton. Donc, et pourquoi à la steppe d'Aïr, il y a du biogaz? Le biogaz émet du CO2, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Donc, dans une station d'épuration, il y a énormément d'étapes de traitement et l'une d'elles permet de générer du biogaz. Ça rentre en fait dans le traitement des eaux usées. C'est ce qui nous permet de dépolluer nos eaux pour les rejeter à l'environnement. Et donc, ce biogaz, qui est en fait un produit de l'épuration des eaux, il est constitué à 60% de méthane et à 40% de CO2. Et donc, on va encore venir retraiter ce biogaz, on va venir concentrer le méthane, on va venir l'injecter dans le réseau de gaz naturel de la ville. Et ce CO2, habituellement, on le rejette à l'atmosphère. Et la nouveauté avec ce pilote, c'est qu'on va venir capter ce CO2 et on va l'emmener dans une nouvelle installation qui va venir le piéger sous forme liquide. Et après, on va le livrer à une entreprise qui s'appelle Neustark, qui, elle, s'occupe de le transporter vers des cimenteries locales et de l'utiliser dans le process de recyclage du béton. Puis ça fonctionne ou on en est encore au balbutiement? Est-ce que ça marche? Alors ça dépend de quoi on parle. La partie béton, elle est toujours en développement, mais elle est déjà assez opérationnelle. Il y a déjà du béton recyclé qui est produit avec ce procédé. Nous, à la steppe d'Aïr, c'est vrai qu'on est encore en phase de mise en service pour la partie pilote. On n'arrive pas encore à fournir Neustark de façon continue. On est vraiment à bout touchant. On est sur les derniers réglages, les dernières interventions pour, on espère, dès le mois de juin, pouvoir les alimenter en continu. Mais alors, les mauvaises langues diront, c'est bien joli de capter du CO2 à la steppe d'Aïr, mais après, on le capte, on le transporte. On le transporte par camion, ça fait de nouveau du CO2? Alors oui, aujourd'hui, on n'a pas encore de camion qui roule autrement qu'avec de l'essence. C'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi dans nos investigations de décarboner les flottes. Tout l'enjeu, justement, quand on parle de CO2, c'est de réussir à faire des choses avec peu de transport pour justement limiter énormément ces émissions un peu fatales qu'on peut avoir quand on va utiliser le CO2 qu'on génère. Donc vous ne l'envoyez pas à l'autre bout de l'Europe? Alors nous à Genève, non. On le fait vraiment de façon très locale. Ça dépend aussi beaucoup des quantités qu'on génère. Si on génère énormément de CO2, là il faut peut-être avoir d'autres alternatives avec des enfouissements en sol ou ce genre de choses qui peuvent attraper beaucoup plus de CO2 que le recyclage du béton. Donc ça veut dire qu'on pourrait habiter dans une maison, dans un immeuble, dans un appartement dans lequel le ciment utilisé a capté le CO2 de la steppe d'Aïr? Tout à fait. C'est du béton qui après peut être réutilisé dans l'industrie. Alors il y a encore quelques limitations à l'usage de ce béton recyclé. On ne va pas l'utiliser dans tous les cas possibles, mais globalement on peut tout à fait construire des habitations avec une partie de béton recyclé, sans problème. Et un projet comme celui-ci, ça se développe sur combien d'années? C'est long à mettre en place? Dans les projets, je dirais que tout est relatif. Un grand projet de construction dans une steppe, il faut compter 8 à 10 ans. Pour ce pilote, on compte à peu près 2 ans. Par rapport à d'autres projets pilotes, c'est relativement long. On peut faire des pilotes en quelques mois. Là, pour la valorisation du CO2, c'était relativement complexe. Et puis la taille du pilote, parce qu'on est déjà sur une taille industrielle, a fait qu'on a vraiment dû être prévenant dans nos études, dans nos phases de travaux. On a dû faire appel à beaucoup de corps techniques. Donc c'était une complexité suffisamment élevée pour justifier justement des phases un petit peu plus longues pour mener à bien ce projet. Mais il y a beaucoup d'espoir, on l'imagine, dans ces nouveaux procédés. Donc ça prend du temps aussi pour tester tout ça. La steppe d'Aïr qui va être en pleine mutation ces prochaines années. Est-ce que cela va avoir un impact sur ce projet ? Alors effectivement, à la steppe d'Aïr, on a énormément de chantiers. On a des très très beaux chantiers d'assez grande ampleur, même pour SIG. Et donc, on a un site qui est relativement restreint où on veut construire plein de choses, en particulier pour répondre aux nouvelles exigences environnementales et puis aux objectifs de la transition énergétique. Et donc, ce projet de pilote CO2, il est actuellement rattaché à une installation d'injection de biogaz qui existe.
Et puis, dans un futur relativement proche, d'ici, on va dire 3 ans, on va tripler, quadrupler l'installation qui injecte le biogaz dans notre réseau. Et en parallèle de ça, on veut aussi maximiser du coup le CO2 qu'on veut récupérer. Et donc, ce pilote, il va avoir une durée de vie d'à peu près 3 ans. Et après quoi, il sera remplacé par une installation définitive et qui sera aussi à peu près 3 à 4 fois plus grande. Donc, ça ne sera plus un projet pilote, en fait. Ça ne sera plus un projet pilote. Ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Et d'ailleurs, on espère bien retirer un maximum d'expérience de ces prochaines années pour que notre installation définitive soit la plus performante et la plus en phase avec les besoins qu'on a chez SIG. Donc les métiers liés au gaz ont encore un avenir, parce qu'on dit toujours le gaz, c'est une source d'énergie qu'on va devoir laisser tomber, mais avec du biogaz, les métiers liés au gaz sont valorisés avec un projet comme celui-ci. Alors oui, effectivement, c'est vrai que le gaz, des fois, il a un petit peu mauvaise presse, hein. C'est un peu le mauvais élève, comme on peut y penser, comme au pétrole, alors que c'est vraiment quelque chose d'utilité publique, hein. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionneraient pas sans le gaz, mais c'est vrai que pour les exploitants du réseau, ça donne aussi un côté vertueux qui manquait peut-être à ce domaine d'exploitation, et ça permet vraiment de renouveler les compétences. Alors, il y a la filière CO2 qui est en train de se développer, il y a aussi beaucoup d'investigations sur l'hydrogène. Donc le gaz, c'est vraiment une activité qui est en pleine mutation pour répondre aux enjeux énergétiques de demain. Ils ont beaucoup à faire et ils le font bien. Et c'est un sujet qu'on aura certainement l'occasion d'aborder à nouveau dans une prochaine émission. On va se retrouver dans quelques instants sur Radio Lac. Pour rappel, cette question qui concerne le jet d'eau qui vous permet, si vous êtes l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante aujourd'hui, de repartir avec des invitations pour aller voir Servette FC face à Young Boys ce lundi au Stade de Genève à 18h. Quelle est la hauteur du jet d'eau? 80, 120 ou 140 mètres? Faites-nous votre proposition durant quelques instants encore. Ça se passe sur le WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Depuis le début de cette émission, nous avons parlé du jet d'eau, nous avons à l'instant parlé de la Step Day. On va changer de sujet, Isabelle, avec un nouvel invité qui nous rejoint. On va parler de football, et ça tombe bien puisqu'il y a des invitations à gagner grâce à SIG pour aller encourager Servette FC. Ce sera ce lundi 18h au Stade de Genève face à Young Boys, avec une question facile pour repartir avec vos billets. À quelle hauteur culmine le célèbre jet d'eau de Genève? 80, 120 ou 140 mètres? Faites-nous votre proposition durant encore quelques minutes. Dépêchez-vous, 079 91 8 3000. Ça se passe sur le WhatsApp de Radio Lac pour gagner, peut-être, on vous le souhaite, vos invitations pour cette rencontre. Et là, on va parler foot avec vous, Loïc Lucher. Bonjour. Bonjour. Alors, les deux clubs dont SIG est partenaire sont encore en course pour le titre de champion suisse, mais aussi pour la coupe. Les Servettiens ont remporté la Coupe de Suisse, tandis que les Servettiens tenteront de faire de même le 2 juin prochain. Et ils sont encore en course. Bon, c'est un peu limite pour le titre de champion. On peut dire que c'est une saison bien réussie? Alors, c'est non seulement une saison réussie, mais je pense qu'on peut même parler de saison historique. Là, je pense plutôt à la partie Servette masculin qui a fait une épopée en Coupe d'Europe qui a été vraiment formidable et qui a mobilisé le peuple genevois pendant quasiment toute la saison. Donc c'était vraiment magnifique. Et puis effectivement, les filles qui ont remporté la Coupe de Suisse et qui sont encore en lice pour être championnes de Suisse. Donc il y a une demi-finale retour ce dimanche à 16h au Stade de la Fontenette. Normalement, elles ont gagné 4-0 le match aller. Elles se qualifieront pour une finale qui aura lieu le 26 mai à Thun. On croise les doigts. Alors, donc, la saison 2023-2024, vous l'avez dit, du Servette FC, c'est historique. C'est une des plus longues de l'histoire du club. 58 matchs joués, 38 de championnat, 14 de Coupe d'Europe, 6 de Coupe Suisse. L'équipe, elle n'est pas un petit peu fatiguée, là? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, forcément, 58 matchs. Alors, l'équipe est fatiguée, le staff est fatigué. On est tous un peu fatigués. C'est vrai que ça fait beaucoup de déplacements, beaucoup de matchs. Mais disons qu'avec cette perspective d'une finale à Berne le 2 juin, on oublie la fatigue dans ce genre de cas. Et puis, on est vraiment focus sur cet objectif pour aller essayer de remporter la 8e finale de l'histoire du club. Bon, ça sera contre Lugano et non pas contre le FC Sion, comme on l'aurait espéré. En tout cas, certains, moi je dis pas. Et puis alors, les femmes, elles sont lisses pour le doublé. Est-ce que cette saison, ça leur permettrait de passer un cap pour une éventuelle compétition européenne à venir? Oui, alors si elles sont championnes de Suisse le 26 mai au soir,
elles seront qualifiées pour des phases préliminaires de la Ligue des champions féminine, une compétition que le club a d'ailleurs déjà joué il y a 2 ans, et on avait fait un record de spectateurs au Stade de Genève avec 13 000 personnes pour la venue de Chelsea. Donc on espère pouvoir revivre ces émotions à nouveau avec le Servette FC chez nos féminins. Le match de lundi, ça s'annonce avec beaucoup de spectateurs? Oui, alors il y a environ 11 000 prélocations qui ont déjà été prises en comptant les abonnements. Donc il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir aussi beaucoup de Bernois, parce que si Young Boys ne fait que 1 point lundi, ils seront couronnés officiellement champions de Suisse. Donc ça va aussi drainer pas mal de supporters bernois. Donc on compte vraiment sur les Genevoises et les Genevois pour venir remplir la partie servettienne du stade et puis faire du bruit pour ce dernier match à domicile de cette saison qui était donc historique. Et on se souvient, le stade, pour les matchs de qualification pour la Champions League, c'était plein, c'était incroyable. Ouais, c'était magnifique. Vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit en préambule que c'était vraiment historique, parce que on a fait 2 guichets fermés pour un match du Servette FC au Stade de Genève. Ça s'était jamais fait depuis l'inauguration du stade. Donc c'est vraiment une saison à marquer d'une pierre blanche, et je pense dont on se souviendra encore pendant de longues années. Fabrice Pidou, vous nous avez rejoint pour l'agenda, mais j'en profite pour vous poser quand même quelques questions. Bon, vous êtes un fan du Servette, ça, on le sait. SIG sponsorise notamment le SFC, mais aussi l'équipe féminine. C'est important pour une entreprise comme SIG de soutenir des clubs locaux, mais avec une envergure internationale, évidemment. Bien sûr que c'est important. Ça fait partie vraiment de l'ADN et des valeurs de SIG, pour avoir vraiment cette proximité avec les Genevois et la population. C'est aussi le moyen d'accompagner ces clubs aussi dans la transition énergétique, de leur donner vraiment des clés et les accompagner pour mieux faire en termes de développement durable. Donc oui, c'est vraiment important, ça fait vraiment partie de l'entreprise, et puis on continue, on le fait depuis 10-15 ans, et on va continuer encore à le faire les 15 prochaines années, ça c'est sûr. C'est le rôle d'un service public. Tout à fait. Merci beaucoup Fabrice Pidou. Je reviens à vous, Loïc Lucher. Donc, je rappelle que vous êtes chef de presse du Servette FC et du Servette chénois féminin. Le soutien justement d'une entreprise genevoise, le soutien de SIG particulièrement, c'est primordial pour les clubs de foot. Ah, c'est totalement primordial. On a un slogan au Servette FC qui est « Notre ville, notre club ». Donc c'est clair qu'en s'enracinant dans Genève, on a besoin du soutien des entreprises locales comme les SIG. C'est vraiment un soutien qui dure depuis plusieurs années. Et puis j'espère qu'il durera encore de longues années. Mais c'est vraiment, on a vraiment besoin du soutien de la population, mais également des entreprises locales. Merci beaucoup Loïc Lucher. On en profite pour souhaiter tout bon pour la suite. C'est gentil, les aventures, un match qu'on va suivre évidemment et dont on va reparler dans quelques instants. Servette FC face à Young Boys, ça promet une belle affiche et une belle ambiance du côté du Stade de Genève. Ce sera donc ce lundi des invitations à gagner. Je vous répète une dernière fois la question: à quelle hauteur culmine le jet d'eau à Genève? 80, 120 ou 140 mètres? C'est la question du jour, et c'est la question qui vous permet d'empocher vos billets pour cette rencontre, à condition de nous envoyer la bonne réponse via WhatsApp 079 91 8 3000. On se retrouve dans un instant avec vous, Isabelle Dupont-Zamperini, et Fabrice Pidou pour évoquer l'agenda SIG, dernière partie de cette émission. Agissons pour demain sur Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Alors notre jeu concours est à présent terminé. Vous aviez la possibilité de jouer depuis le début de cette émission tout à l'heure pour remporter des invitations pour le match Servette FC face à Young Boys ce lundi de Pentecôte, 18h au Stade de Genève, avec une question très facile. Aujourd'hui, à quelle hauteur culmine le célèbre jet d'eau de Genève? Il y avait 3 propositions, 80, 120 ou 140 mètres. Je me tourne vers vous, Isabelle Dupont-Zamperini. Quelle est la bonne réponse? 140 mètres. Voilà, c'était la plus importante de ces 3 réponses. On va d'ores et déjà féliciter celui ou celle qui va être contacté dans quelques instants parmi les bonnes réponses et qui se verra offrir 2 invitations pour cette rencontre entre Servette FC et Young Boys ce lundi du côté du Stade de Genève. Place à présent à l'agenda, Isabelle. Oui, merci, la nouvelle bus fonctionne. Il pourra peut-être une fois changer de taille et monter à 170. Ouais, peut-être. Affaire à suivre. Affaire à suivre. On remet ça au concours l'année prochaine. C'est volontiers. Ça. Fabrice Pidou, vous êtes chargé de communication SIG. SIG qui, dans le cadre des Berges de Vessy, propose un programme alléchant ces prochains jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Vessy? Tout à fait, super programme. L'ouverture de Vessy en mouvement, une exposition événement de longue durée avec un riche programme d'animation sur les thématiques des énergies renouvelables, bien entendu, de la nature et de l'eau. C'est quand même un site, les Berges de Vessy, où il y a un barrage, la forêt et l'arbre qui court là à côté.
C'est donc au Berge de Vessy que ça se passe. Ça commence le 25 et le 26 mai, le week-end, pas ce week-end, le week-end d'après. Et cette exposition événement se prolongera tous les mercredis après-midi et les dimanches du 25 mai au 20 octobre. Tous les week-ends. Tous les week-ends. Avec une pause quand même estivale de début juillet à mi-août. Alors, pour avoir toutes les dates, je vous conseille quand même d'aller voir sur lesbergesdevessy.ch ou sur la page Instagram du site des Berges de Vessy. Et puis, il y a la nuit des musées bientôt. Oui, tout à fait, la nuit des musées, donc, qui se tiendra le 25 mai aussi. C'est une nuit où tous les musées genevois ouvrent, et donc SIG est partenaire. Et à cette occasion, l'exposition Contemplation qu'on avait eue le mois passé de Mathieu Ricard sera à découvrir ou redécouvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue à Quartier Libre au Pont de la Machine. Vous l'avez drôlement apprécié cette exposition. Mais je l'ai beaucoup aimé et j'invite vraiment nos auditeurs et auditrices à aller la découvrir. L'entrée est libre, l'entrée est gratuite, donc vous pouvez aller découvrir ces tirages qui sont magnifiques. Ce sont des très grands tirages faits sur un papier japonais, je crois, un papier un peu, je crois qu'on appelle ça un papier torchon qui est très épais, très texturé. Très noble. Et très noble, absolument. Et ça donne, je trouve, un caractère particulier à ces tirages que je vous invite vraiment à aller découvrir. C'est durant encore de nombreuses semaines, donc profitez-en du côté de Quartier Libre. Et puis quelques événements sportifs, Fabrice. Oui, on l'a vu avec Loïc Lucher avant. Donc ce samedi déjà, il y a le match retour demi-finale des playoffs du Servette Chounois féminin. C'est à 16h à la Fontenette face à Young Boys. Donc c'est vraiment un match important pour que le Servette FC Chounois féminin puisse accéder à la finale qui aura lieu à Thun le 25 mai prochain. Et l'entrée est libre, donc c'est gratuit. Donc toutes et tous, allez soutenir les Servettiennes à la Fontenette. Et puis, ces messieurs qui joueront lundi contre Young Boys à 18h. Donc on a un super gagnant qui aura gagné 2 places. Donc, il y aura du monde. On attend que tous les Genevois soient derrière le Servette FC pour les soutenir dans ce match important. Et puis il y aura le 2 juin avec la finale de Coupe de Suisse face à Lugano à Berne. Et dont on aura l'occasion bien sûr de reparler sur Radio Lac. Merci beaucoup Fabrice Pidou, merci Isabelle Dupont-Zamperini. Une émission à retrouver bien sûr en podcast intégral sur radiolac.ch. Alors vous allez céder votre place pour la prochaine émission qui aura lieu le 7 juin prochain. À mes côtés, j'aurai le plaisir de retrouver Christian Bernet pour une émission un peu particulière. Ce sera en direct évidemment, mais dans un lieu particulier qui souffle ses 100 bougies. C'est le barrage de Chancy-Pougny, un barrage franco-suisse à la frontière. Et ce week-end-là, il y a des portes ouvertes pour la population genevoise. Mais je crois que c'est déjà presque plein. Si vous voulez vous inscrire pour aller visiter ce barrage, il faut vous dépêcher d'aller sur notre site pour vous inscrire. Voilà, donc le mot est passé. Puis on se retrouvera, comme ce sont les portes ouvertes ce week-end-là, on se retrouvera pour une émission spéciale le vendredi 7 juin entre 14h et 15h. Merci à tous les deux. Merci. Bon week-end. Fin d'après-midi et bon week-end sur Radio Lac. C'était Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.